Bonsoir à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout, mais surtout de rien. Et j'ai à ma droite l'ami Raphaël. Comment vas-tu, Raph, aujourd'hui? Toujours aussi bien. Toujours aussi bien. Un peu fatigué quand même, hein, un peu fatigué. Faut pas déconner. Et parce qu'il est 20h30, on sort du boulot tous les deux, on est un peu explosés. Mais ça ne nous empêche pas d'être de bonne humeur et de recevoir avec nous nos deux chroniqueurs de cette émission. Je veux bien évidemment parler de Nicolas et Sébastien. Et bien d'ailleurs, Nicolas, est-ce que tu as travaillé toi aujourd'hui? J'ai pas travaillé vu que c'est un jour férié. C'est l'Ascension, je crois, quoique je me perds peut-être avec tous les jours fériés qui ont des noms religieux. Mais voilà, sinon ça va très bien. Eh bah super, et toi, c'est la forme? Écoute, moi ça va. J'ai travaillé moi aussi aujourd'hui, mais non, mais écoute, bon après, ça fait partie de notre milieu professionnel, mais non, sinon ça va C'est super. vrai, c'est vrai. Ah oui, parce que j'ai pas précisé, mais on est aujourd'hui le 26/05/2022, donc c'est l'ascension, voilà. Et du coup, pour une ascension aujourd'hui, je vous propose qu'on parle pas du tout de ça et qu'on parle d'autre chose avec Nico, voilà. Waouh, il n'y a plus aucune tentative de transition, quoi. C'est Non, clair, mais zéro. Voilà. Mais non, il y a une certaine beauté dans ce lâcher prise, tu vois, genre. C'est clair. Mon sujet du jour, bon, ça va être une chronique assez courte parce que j'ai pas eu trop le temps de bosser. Mais voilà, il va falloir faire un petit effort d'imagination pour commencer. Donc imaginez-vous bloqué pendant des mois, sans pouvoir sortir ou en ne vous limitant qu'à des sorties très limitées. Imaginez vivre dans la crainte d'une maladie grave et potentiellement mortelle. Imaginez la routine qui s'installe, la perte de morale. Vos proches sont loin, parfois même très loin. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire à part attendre patiemment pendant ces longs mois. Mais pour tromper l'ennui, vous faites alors preuve d'une grande créativité et avec vos colocs, en multipliant des activités un peu en tout genre et en développant vos talents de gastronomie, eh bien vous arrivez à tromper l'ennui. Donc, vous pensez, j'imagine, que l'on va parler du confinement de 2020. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, c'est un piège. C'est un piège. En fait, il y a 400 ans, des gens ont vécu cette situation et leur réaction a été assez géniale. Elle aurait même gagné à être plus connue pour être une source d'inspiration pendant les confinements que l'on a nous-mêmes connus. Donc notre petite histoire du jour se situe pendant l'hiver 1606-1607, de novembre à mars, à Port-Royal, dans la région de l'Acadie, c'est-à-dire la Nouvelle-Écosse actuelle à l'est du Canada. À l'époque, ce n'est pas tout à fait une colonie, mais une simple habitation fortifiée qui sert de comptoir de commerce auprès des Micmacs, les peuples de la région. Et ce comptoir a été fondé 1 an auparavant par un homme qui s'appelle Pierre Dugas de Mont. Alors, c'est un noble de province nommé par le roi pour administrer la région et développer le commerce de la fourrure. Il en a le plein monopole et possède donc une grande marge de manœuvre pour mener à bien son entreprise. Depuis 1603, la France tente de s'établir en Acadie. Samuel de Champlain, explorateur français au Canada, a déjà cherché à fonder un comptoir durable sans succès. En fait, les hivers là-bas sont parfois très rudes. L'établissement en plus a été très mal ravitaillé en bois de chauffage et en nourriture, et les morts du scorbut et de la dysenterie se comptent par dizaines. La première habitation créée, elle était située sur l'île de Sainte-Croix, dans l'actuel État américain du Maine, et c'est un fiasco total. La position a été certes stratégique, c'était une île sur un fleuve, mais du coup elle se retrouve complètement isolée par les glaces en hiver, et ce qui a abouti à 36 morts sur les 79 personnes qu'il y avait au total. Donc tout ça oblige les Français à abandonner la place pour trouver un autre endroit plus propice à leur projet. À l'été 1605, un navire, le Jonas, débarque avec à son bord le baron de Poutrincourt, capitaine mandaté directement par Henri IV, et Marc Lescarbot, un avocat parisien, pour rejoindre le groupe déjà sur place, qui représente au total une 50aine de personnes. Ensemble, ils organisent des expéditions en Acadie, donc depuis leur nouveau site de Port-Royal, situé sur une baie, et malgré les déboires précédents, l'ambiance elle est plutôt bonne. Il y a des soirées qui sont organisées, on y fait de la musique, on écrit des poèmes, tout en finissant les travaux de leur nouvelle demeure. On s'amuse même à la décorer, cette maison. Il y a un potager qui est construit et il y a des échanges réguliers en ce qui concerne surtout le gibier qui est mis en place avec les tribus locales. Les relations sont d'ailleurs très bonnes et les Micmacs passent du temps auprès des Français. Mais avec l'hiver qui revient, les souvenirs liés aux maladies et aux morts arrivent et avec un risque majeur, celui que Port-Royal subisse le même sort que Sainte-Croix et précipite la fin de la présence française dans la région.
Surtout que l'enjeu est de taille, le soutien du roi est très limité à cause des guerres en Europe, et les fonds viennent d'investisseurs privés qui attendent du coup des retours ou alors de la fortune personnelle de certains nobles qui ont fait le voyage. Pour lutter contre le terrible froid de la région, tout ce petit monde se confine donc auprès des foyers des cheminées de l'habitation. Le groupe se retrouve isolé dans cette contrée peuplée de tribus autochtones et sans aucun lien avec la métropole, à mesure que la neige recouvre les terres environnantes et que la glace apparaît sur les côtes. Mais ils apprennent de leur précédente erreur. Et au lieu de patiemment attendre la fin de l'hiver et de nouveaux décès potentiels, ils décident de s'occuper d'une manière plutôt originale qui va remonter le moral de tout le monde et leur sauver la vie. Tout commence le 14 novembre, lorsque Champlain, Poutrincourt et quelques-uns de leurs compagnons reviennent à Port-Royal après une difficile expédition. Pour les accueillir et fêter ça, ils reçoivent des honneurs presque disproportionnés, avec notamment des salves de mousquets qui sont tirées pour eux, et une sorte de pièce de théâtre nautique, et pour finir, un somptueux banquet. Alors cette pièce de théâtre, c'est la première à être écrite et produite en Amérique du Nord, et on la doit à Marc Lescarbot. Elle s'intitule Le Théâtre de Neptune, et c'est une sorte de mélange entre une pièce classique, basée sur le dieu Neptune, un spectacle à bord de canaux, et une comédie musicale, avec notamment des rôles spécifiques attribués à des micmacs qui participent aussi à la pièce. Ça a l'air trop cool. Ça a l'air plutôt chouette, ouais. C'est alors que Samuel de Champlain, ravi par cet événement, décide qu'il serait bien, pour maintenir le moral et pour assurer l'approvisionnement régulier en nourriture, de créer sur cette base quelque chose de plus durable, plus régulier, pour éviter le désastre de Sainte-Croix. Et avec ses compagnons, il décide de fonder l'Ordre de Bontemps, une sorte d'ordre de chevalerie parodique axé sur la gastronomie. À partir de là, chaque repas est honoré à la manière d'un festin dont est responsable le maître de l'ordre et le titre est transmis chaque jour à une nouvelle personne. Donc si le nom de l'ordre est assez explicite sur ce qu'il prône, c'est-à-dire juste passer du bon temps, il s'agit en réalité d'une référence à la culture populaire. Alors Bontemps, c'est un personnage du folklore paysan associé au carnaval. C'est une sorte de géant que l'on retrouve dans les défilés et qui présidait un gigantesque banquet en fin de procession. Et à l'époque des guerres de religion et de temps très troubles en France, il symbolisait un peu la paix, l'abondance et surtout le bien-être du peuple. Et on le retrouve aussi dans la littérature, notamment populaire à cette époque. Et du coup, il est d'autant plus nécessaire de calmer le jeu en s'appuyant sur des références populaires qui parlent à tout le monde, parce que même avec seulement une dizaine de Français au Canada, il y a des débats qui sont parfois très houleux, et Champlain raconte qu'il a assisté à des bagarres, carrément au point, entre des hommes, à propos notamment de la religion. Donc la fête et la nourriture sont alors mises en avant, dans une ambiance bon enfant, mais très masculine tout de même. Alors, il faut rappeler qu'il n'y a aucune femme, avec des chansons à boire et beaucoup d'alcool, notamment grâce aux 45 tonneaux de vin ramenés par le dernier chargement en provenance de La Rochelle. Alors juste pour vous donner une idée, ils sont 50 les gars, donc ça fait presque un tonneau par personne. Un tonneau par personne, la vache. Ah ouais. Champlain s'exprime à ce sujet. Je le cite. « Nous passâmes cet hiver fort joyeusement et fîmes bonne chère. Chacun trouva utile pour sa santé et plus profitable que toutes sortes de médecines dont on peut user. Cet ordre était une chaîne que nous mettions avec quelques petites cérémonies au col de l'un de nos gens, lui donnant la charge pour ce jour d'aller chasser. Le lendemain, on le baillait à un autre, et ainsi consécutivement. Tous lesquels s'efforçaient à l'envi à qui ferait le mieux et apporterait la plus belle chasse. Nous ne nous en trouvâmes pas mal, ni les sauvages qui étaient avec nous. » Parce que oui, en fait, les Français invitent aussi les tribus locales à leur table. On se rappelle, avec notamment la chronique que j'avais faite sur les Tupinamba, qu'on est toujours dans cette période assez particulière où la France, contrairement à ses voisins européens, cherchait à favoriser le commerce et les alliances avec les autochtones plutôt qu'à s'approprier leurs terres. Bon, c'est principalement pour des questions de pognon et de moyens. Bien sûr, c'est pas parce qu'ils sont gentils. Ce qui aboutit du coup à des scènes de ce genre, ou alors celles citées auparavant lors de la pièce de théâtre. D'ailleurs, étant donné que quasiment tous les Français jouaient dans la pièce du théâtre de Neptune, en fait la plus grande partie des spectateurs, c'était des familles micmacs qui étaient venues voir leurs proches jouer. C'est assez drôle. C'est assez drôle. En fait, il y avait pas les Européens jouaient pas pour un public européen du tout, en fait. En fait, ils jouaient pour Champlain et Poutrincourt qui revenaient de leur expédition, mais du coup, la majorité des Français jouaient dans la pièce. Donc du coup, la plupart du public, c'était des indigènes. C'est génial comme anecdote. Le meilleur allié des Français, c'est un sagamore, donc c'est-à-dire un chef de tribu qui est élu, qui s'appelle Membertou, et qui participe à de nombreux repas en tant que membre d'honneur de l'Ordre de Bontemps. D'autres sagamores sont aussi parfois présents à table et du pain est distribué aux membres des tribus qui les accompagnent
soit jusqu'à 20 à 30 personnes chaque soir en plus. Il commence quand même à faire pas mal de monde avec les Français déjà sur place. Marc Lescarbot écrit que les Français étaient toujours d'ailleurs très contents de voir les Micmacs et que lorsque ceux-ci étaient absents, par exemple pour partir des semaines à la chasse, les repas étaient plus tristes. Il dit aussi que Membertou appréciait beaucoup le vin parce que ça l'aidait à dormir. Plusieurs anecdotes sont présentes dans le récit des colons. Lescarbot fait aussi par exemple référence à une rôtisserie parisienne de l'époque. C'est un peu son restaurant préféré, j'ai l'impression, qui est situé dans la rue aux Ours. Donc il y a une rue qui existe toujours, mais j'ai pas trouvé de traces historiques de cette rôtisserie. En fait, il compare la qualité des repas, et je le cite, donc, ce fut si bien observé que, quoique les gourmands de Deçà nous disent souvent que nous n'avions point là la rue aux ours de Paris, nous y avons fait ordinairement aussi bonne chère que nous saurions faire à cette rue aux ours et à moindre frais. Et en plus, c'était moins cher. C'est ça, je trouve ça fascinant. L'initiative, c'est un tel succès que les colons s'y prennent parfois 2 jours à l'avance pour chasser ou pêcher en vue de préparer les repas lorsqu'ils deviendront à leur tour le maître de l'ordre. Chacun essaye de ramener du gibier ou des prises rares et une compétition s'engage pour réaliser des menus toujours plus fastueux et originaux. Ce qui fait que cet hiver, le groupe ne manque de rien. Les repas du midi et du soir sont de véritables festins et le maître de l'ordre a l'habitude d'entrer le premier dans la salle à manger, serviette sur l'épaule, un bâton à la main, le collier de l'ordre autour du cou et à sa suite chacun porte des plats et après tout le monde se pose et se met à boire et à manger ensemble. Champlain écrit tout de même que le cérémonial était un peu plus sobre quand vient le moment du dessert, mais j'imagine que c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de vin qui a coulé à ce moment-là. C'est au début du repas du soir que le maître transmet le collier et les charges qui vont avec à son successeur, accompagné d'un petit verre et du coup d'une autre occasion de trinquer. Les Français cuisinent différents types de gibier, des canards, des perdrix, des alouettes, en fait des oiseaux en tout genre. On a aussi de l'élan, du caribou, du castor, de la loutre, du lapin et même des ours ou des félins sauvages. En fait, il y a peu d'animaux locaux qui échappent à leur assiette, mais il y a des préférences, notamment parmi les plats favoris, il y a la viande d'élan et la queue de castor. L'apothicaire du groupe, Louis Hébert, prend l'habitude de faire accompagner les repas de petits fruits sauvages ramassés autour de Port-Royal, servis aussi en confiture dans les desserts. Ce qui contribue à éviter les cas de scorbut. Alors je précise qu'à l'époque, le lien entre le scorbut et le manque de vitamine C, qui est présent dans les fruits frais, n'est pas connu. Et du coup, en fait, la maladie, d'une manière générale, est appelée le mal du pays, et c'est plus considéré comme une sorte d'épidémie locale. En fait, il est très possible que Louis Hébert ait sauvé le groupe sans s'en rendre compte, puisqu'aucun écrit en fait ne fait le lien entre les fruits et l'absence de scorbut. Donc c'est un coup de chance total, et en plus, il est apothicaire, donc c'est très... Entre les plats, donc il semble qu'il y ait pas mal d'histoires qui sont racontées, des blagues, dans une ambiance qui se trouve être une sorte d'exutoire et qui dénote complètement avec la situation hostile de l'hiver et le danger de l'entreprise des colons. Comme l'écrit Lescarbot, dans ce pays, on a beau courir, la mort nous suit partout. Et ça résume assez bien ce qui arrive aux Français depuis plusieurs années au Canada. En plus de décès par dizaines, des maladies, il y a même un moment où leur navire, le Jonas, est attaqué par des Hollandais et a nécessité des réparations de fortune. Mais l'ordre du bon temps est une institution éphémère. Dès la fin de l'hiver, Champlain, Poutrincourt et Lescarbot quittent l'Acadie et Pierre Dugas de Mons est révoqué. Champlain fonde Québec en 1608 sans renouveler l'ordre de bon temps et malheureusement c'est à nouveau un désastre avec de nombreux morts, du scorbut et de la dysenterie. C'est con quoi, du coup. Oui, mais oui, c'est triste. C'est triste. Donc au final, bien que cette histoire soit anecdotique, je trouve que c'est assez dommage parce qu'en fait on connaît tous les récits autour de la Thanksgiving aux États-Unis et l'arrivée des colons avec le Mayflower dans les années 1620. Alors qu'on a là, en fait, les premiers colons européens d'Amérique du Nord à s'établir avec les Micmacs. L'un de leurs compagnons est même parti pendant 6 semaines vivre à leur côté pour les accompagner chasser. Régulièrement, même en hiver, il y a des Français qui allaient aussi dans les villages autochtones. Et à l'heure du départ, Micmacs comme Français sont vraiment très malheureux de devoir se quitter. Et l'habitation de Port-Royal est même léguée au sagamore Membertou, mais celui-ci refuse étant donné le mode de vie semi-nomade de son peuple. Et ça, en fait, c'est un point important à souligner parce que c'est très symbolique. Ce comptoir, il représentait beaucoup de choses pour les Français, qui se sont énormément investis et qui est chargé de souvenirs positifs. Bon, il y a quand même du vin et des vivres qui sont laissés sur place pour les Micmacs. Alors tout n'est pas non plus idyllique. Par exemple, il y a un moment bien cringe où le baron de Poutrincourt demande à un sagamore s'il peut ramener avec lui sa fille de 11 ans. Requête qui lui sera bien heureusement refusée.
Heureusement, ouais. Putain. On a aussi Glauque. des Français, ouais, c'est chelou. On a aussi des Français qui pillent des tombes Micmac pour récupérer des pots de castor avec laquelle ils enveloppaient leurs morts. D'ailleurs, cet épisode donnera Ouais. lieu à de sévères réprimandes à Port-Royal et l'exécution d'un Français par les Micmacs, évitant ainsi une crise diplomatique qui aurait pu être bien plus grave et précipiter peut-être l'avenir de la colonie. Ouais. Donc de ce que j'ai trouvé, et comme le souligne l'historien Bernard Hémon en 2006, qui a écrit un article sur le sujet, l'ordre de bon temps est peu connu du grand public et quasiment pas étudié de manière approfondie. Pourtant, c'est une initiative qui est très originale et le résultat d'un défi qui va au-delà d'une simple célébration de la fête, du vin et de bons plats. Parce qu'en fait, pour la première fois dans les tentatives d'établissement en Amérique, on a des hommes qui s'adaptent, qui refusent d'être seulement tributaires de leurs provisions ou alors de négocier avec d'autres tribus. Alors, en fait, en plus de la chasse et de la pêche, ils confectionnent des potagers, des jardins, un moulin à eau qui leur permet une vie paisible, une abondance de nourriture et un climat de paix. Même le baron de Poutrincourt, qui est pédophile du coup, retardera son voyage de retour pour pouvoir récolter le blé dont il laissera une barrique entière au sagamore Membertou. L'escargot aussi, on rappelle qu'il est avocat, mais il a quand même participé à toutes les activités manuelles, les activités agricoles et même à la construction de Port-Royal. Donc on peut facilement dire que ces moments de répit et de joyeuseté étaient quand même plutôt mérités. Donc voilà pour ma courte chronique d'aujourd'hui. Je vous ai dit, c'est beaucoup plus court que d'habitude. C'est un épisode méconnu de l'histoire du Canada que je trouve quand même assez drôle et intéressant et qui dénote un peu dans l'histoire de la colonisation. Et vous savez que j'aime trouver des histoires un peu insolites à ce sujet. Donc il y a des traces qui perdurent de nos jours. On a par exemple une réplique toujours debout de l'habitation de Port-Royal qui a été construite en 1939 et des associations ou des sociétés canadiennes qui ont tenté de faire revivre l'ordre de bon temps au XXe siècle sous la forme de clubs privés ou de reconstitutions historiques. C'est quand même chouette de se penser qu'il y avait potentiellement une sorte d'ordre gastronomique au Canada. C'est incroyable ça. C'est clair, mais ouais. Pour les étrangers, ils diraient mais bien sûr c'est français, donc c'est forcément derrière la gastronomie, tout ça. C'est clair, et Mais d'ailleurs, oui. c'est. Bah ouais, mais en fait, c'est assez peu. Enfin, c'est très dommage parce que du coup, c'est un truc qui est assez peu étudié, alors que c'est un fait qui est quand même unique, mais là, c'est un peu tombé dans l'oubli. C'est un peu triste. Il y aurait peut-être une fête chez les Canadiens qui s'appellerait Donner le remercier ou un truc dans le genre. C'est clair. Eh bien, merci à toi, Nico, pour ce Eh ben, de partage rien. encore une fois d'un aspect méconnu de l'Amérique. Bah ouais, merci beaucoup. C'était vachement intéressant, ouais. Franchement, c'est Raph qui a fait la conclusion parce que j'étais en train de lui donner à manger. C'est l'occasion de donner à manger pendant cette chronique. Bah voilà, c'est ça, tu vois, c'est vraiment ça va de pair, c'est ça qui est beau. Donc franchement, merci, c'était vraiment cool de connaître l'ordre du bon temps que personne ne connaît en fait, donc c'est vraiment chouette. Non, c'est ça, mais de ce que j'ai compris, il y avait l'air d'avoir un franc esprit de camaraderie, et ça, c'est cool. Ouais. Tout à fait. Bah, ça va de pair avec la bouffe, hein, souvent. C'est ça. Ça me rappelle notre père, je sais plus comment il s'appelait, qui lui aussi bouffait tout le temps avec les indigènes. Oui, oui, le Les père là-bas, aquaniques. oui. Ouais, Père c'est vrai. là-bas, En fait, voilà, c'est ça. c'est mes jokers, tu vois, quand j'ai pas d'idée de chronique, je cherche Tu parles de bouffe. Le XVIIe siècle, voilà. En vrai, c'est génial, franchement. Et, oui, d'ailleurs, est-ce que c'est le même Port-Royal que dans... Non, c'est que dans Non, Pirates des c'est- Caraïbes, non, Pirates des en Caraïbes, c'est dans les Jamaïque. Caraïbes. Ouais, Mais en je fait, crois il y a, que- je il y a crois plein de que trucs. Port-Royal, ça, c'est un Port-Royal. nom un peu générique pour des Ouais. ports de l'époque, parce que t'as un Port-Royal en Complètement, ouais. France. Ouais. Mais là, surtout ce Port-Royal, il a vraiment pas duré. Il a duré quoi, 2 ans. Donc c'est très très éphémère. Je pense que ouais, t'as plein de localités entre le 16e, le 17e, peut-être le début 18e, où t'as des ports royaux un peu partout. Ouais, Royal, c'est le port du de roi, quoi, base. finalement. C'est ça. Et le port, on peut dire que c'est à côté de la mer, mais la question, c'est est-ce que dans le futur, il y aura des ports dans l'espace qui seront royaux? Non, bien joué, Ah, des bien joué. spatioports rois. Bah, il faut des rois. Des spatioports royaux. Il y aura Des peut-être rois des dans le spatioports impériaux, on sait pas. Alors, je voulais vous parler comme ça, mais j'ai pas préparé de chronique. J'aurais pu le faire sur ce jeu, mais c'est un peu complexe, donc du coup, je vais le faire en improvisation, c'est pas grave. Il y a de ça, il y a à peu près un an, j'ai acheté un jeu sur Steam, sur les conseils de quelques-uns de mes amis, qui m'a l'air d'être ultra cool, mais ultra complexe. Je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Stellaris. Ah oui, Ah, tout oui, à fait. oui. Eh J'y bien, ai joué un petit peu. C'est un jeu paradoxe. C'est un jeu de paradoxe interactive, autrement dit, une bonne séance de mots de tête pour quiconque s'y lancerait sans avoir ne serait-ce que lu la notice, puisque c'est un jeu qui est sorti en 2016 par le studio en question, hein, qui est quand même très célèbre pour ce que l'on appelle des jeux en 4X. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ouais, Explore. Explore, Explore. Exchange, Extermine et je sais plus quoi. Oui, il y a ça, oui. Explore, Extend, Extermine, et le dernier c'est Exploit, pardon. Explore. Dit comme ça a l'air d'être simple, mais c'est un RTS, donc c'est un stratégie en temps réel, mais Ouais. version plus quoi.
Donc le studio en question, il est quand même connu parce qu'il en a sorti quelques-uns d'autres. Hein. Donc du coup, les plus récents, Europa Universalis ou Heart of Iron. Crusader Kings aussi. Crusader Crusader Kings. Kings. C'est d'ailleurs une super chronique qui a été faite par Benjamin sur Crusader Kings 2. Crusader Kings, j'ai pas bité grand-chose en fait. Hein. Je me suis aperçu de ça. Alors je me suis dit, est-ce que véritablement je dois acheter Stellaris? Bon bah je l'ai fait et j'y ai joué un petit peu. J'y ai joué un mois, quelques heures et puis finalement, ça m'a pas plu et je l'ai laissé là pendant un an. Et puis là, je me suis remis à y jouer. Et j'ai fait quelques parties et ça a été de plus en plus concluant en fait. J'ai réussi à tenir la durée, hein, à ce que ce soit assez immersif pour moi au niveau du jeu. Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, comme l'a très bien dit Marc, ça se passe dans l'espace. Alors aux alentours de l'année 2200, hein, donc on reprendrait presque, si je me trompe pas, un peu la chronologie du moment où les humains vont dans l'espace de Star Trek. Ah, ok. D'accord. Et c'est un jeu donc du coup de gestion où on gère un empire et une espèce en fait. Hein. Ça peut être une espèce humaine, ça peut être une espèce aviaire, donc plutôt version poulet de l'espace, ou encore de champignons, de plantes, d'êtres aquatiques. Il y a énormément d'espèces possibles. Il y a une infinité d'espèces possibles en fait. C'est ça. Bien que en fait l'apparence de ton espèce n'a que peu d'importance. Oui. C'est pour le, comment on dit, c'est pour le. cosmétique. Ouais. Il y a quand même des traits que tu peux choisir. Au départ de la partie, en fait, tu as tellement d'onglets pour choisir, pour incarner quelque chose que, en fait, ça sera tellement personnalisé ton histoire Bah, et que puis, ce sera quand même très immersif. c'est un moyen de gérer ta difficulté parce que si tu ponds une espèce qui peut vivre que sur. Parce que, alors, tu me coupes si je me trompe, mais il me semble que selon l'espèce que tu prends, Oui, c'est-à-dire que par exemple, si on prend une civilisation qui va être plutôt genre aquatique, ils pourront coloniser que les territoires qui sont avec de l'eau. Donc du coup, ça veut dire qu'ils pourront moins s'étendre. Or, il me semble que le but du jeu, c'est de s'étendre, c'est ça, s'étendre à travers toute la galaxie. C'est l'intérêt un petit peu du jeu, ouais, c'est de s'étendre en fait. Donc une fois qu'on a choisi sa civilisation et aussi son régime, parce que du coup on peut choisir le régime, la politique de son régime, on peut être très démocratique comme on peut l'être beaucoup moins. On a la possibilité de créer du coup sa propre planète et donc du coup son arrivée un peu dans la galaxie que correspondra la partie. C'est quand même quelque chose qui est très minutieux parce que on part quand même sur un jeu qui permet de pouvoir créer des bâtiments sur une planète ou de gérer un vaisseau parmi tant d'autres, parmi plein de systèmes solaires. Si on veut faire une petite partie, on serait aux alentours de 200 étoiles qu'on pourrait donc conquérir. Sur une très grande partie, on serait sur 1000 étoiles. Donc c'est énorme, c'est gigantesque. Et ça demande aussi derrière, vous vous en doutez, une certaine configuration au niveau de l'ordinateur. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire tourner ce jeu. Donc du coup, quand on commence, on a du coup un régime politique. Je ne vous cache pas que je suis quand même quelqu'un de très pacifiste dans ma vie, de très collégial avec les gens. J'aime les gens, j'aime leur rendre service. C'est pourquoi dans ce genre de jeu, je suis complètement autre chose. Souvent, quand je joue à ce jeu, on va dire que je suis ce qu'on appelle un empire autoritariste, fanatiquement militariste et xénophobe. Ah yes, Autrement dit, les nazis de l'espace, on aime, on adore. Et Des spatioports de nazis du coup. ça peut amener à quelques déconvenus naziports. par rapport à mes voisins, tu vois. Naziports, ouais. Et donc le but du jeu est de s'étendre et de pouvoir gagner à travers plusieurs possibilités, soit de rejoindre ce qu'on appelle l'ascension, un peu comme Stargate, d'être des... Ah, tu veux devenir des espèces de dieux du coup? Oui. Oh. Et donc du coup, le but, comme je le disais, est de s'étendre. Donc on démarre avec une planète où on va avoir un petit vaisseau de construction qui va nous servir à aller construire des petites stations minières sur des planètes, sur des rochers, enfin des cailloux, des astéroïdes qui se trouvent dans notre système, et puis d'aller sur des systèmes à côté pour pouvoir les revendiquer, pour construire des avant-postes et s'étendre, créer un empire. Et on a aussi des vaisseaux scientifiques qui vont nous permettre de reconnaître les planètes pour voir si, comme disait Sébastien, elles sont habitables pour nous. On pourra peut-être faire des colonies. Pour pouvoir aussi faire des projets de recherche et pour pouvoir essayer d'explorer les systèmes solaires avant de les revendiquer. Le problème, c'est que du coup, on est confronté très rapidement à des personnes, des IA par exemple, si on joue avec des IA, qui veulent faire la même chose. Donc dans un univers qui, par exemple, de 200 étoiles, on peut aller jusqu'à 6, 7 empires différents. Une galaxie à 1000 étoiles, on en a une trentaine. Et donc ainsi, on va avoir différents degrés de guerre et comme on contrôle ne serait-ce que le
le vaisseau, le plus petit vaisseau. Ouais. On peut choisir quelle tourelle sera sur le plus petit vaisseau qui va aller dans un empire qui est immense. Ah oui, ça va jusque-là, quoi. Oui, ça demande aussi le fait, et le jeu aussi l'a compris, d'avoir ce qu'on appelle un peu un stop and go, d'arrêter le jeu, d'arrêter la timeline du jeu pour pouvoir gérer des planètes à droite à gauche. Parce que certes, s'il y a des problèmes externes à gérer, il y a aussi des problèmes internes. À savoir, il peut y avoir des révoltes, il peut y avoir énormément d'événements, il y a plusieurs centaines d'événements qui peuvent se passer. Très marrant, hein. Par exemple, un émissaire qui part avec une espionne dans un autre empire parce que du coup, il a été sous son charme. Le problème, c'est qu'il a oublié une disquette, bien sûr, et que du coup, ça crée une polémique. Donc, du coup, on a la possibilité d'en rire, on a la possibilité de dire qu'on le renvoie ou on le tue. Et comme ceci, en fait, on peut résoudre et influer sur sa politique. On peut aussi créer un Sénat galactique et essayer d'avoir du poids de manière assez importante. On peut se faire des alliés, avoir des alliés diplomatiques. On peut échanger des ressources, on peut échanger aussi des recherches, puisque le jeu va aussi avancer dans le temps et on va avoir des recherches différentes. 3 recherches possibles, les recherches du coup sociales, les recherches plutôt, comment on appelle ça, industrielles, et les recherches plutôt atomiques, donc du coup physiques. Et ainsi, on va devenir de plus en plus performant, en sachant que il y a quand même des choses aussi à retenir au niveau des ressources. C'est que s'il y a environ une dizaine de ressources primaires, il y en a 5 ou 6 de ressources secondaires plutôt rares. Ce qui veut dire quand même qu'on est sur un jeu où il y a une quinzaine de ressources. Les plus importantes étant, par exemple, le crédit énergétique pour faire fonctionner les vaisseaux. Il va falloir, Oui, en fait, oui. il va y avoir des classes de gens qui vont faire des métiers un peu plus prisés et d'autres qui, par exemple, seront moins prisés. Il faut par des exemple, naziphones interstellaires pour occuper le peuple. c'est ça. Il y a aussi le fait que certains emplois ne sont pas, certains ne veulent pas faire des emplois trop précaires, ce qui est bizarre, hein, du coup. Hein. Mais ceux qui font fermier, par exemple, ou technicien ou mineur, ce n'est pas accepté par. Parce que tu as souvent des esclaves, je crois, non, il me semble. Alors oui, mais le problème étant que ce jeu a une difficulté, c'est que si on fait une mauvaise manipulation, un mauvais choix, parfois on peut complètement la game. Ouais. Donc du coup, par exemple, être xénophobe n'est pas la meilleure des idées quand on est entouré d'empires aliens. Ah bah oui. Donc du coup, la première partie s'est très rapidement soldée par un échec. Ah merde. La seconde, j'avais décidé dans ma politique d'annuler, de proscrire l'esclavage. Ah oui. Et donc du coup, les gens étaient contents, mais plus personne voulait faire les métiers de bouche et les métiers industriels, ce qui veut dire que du coup, on est rapidement décédé. Et puis la troisième partie étant une partie où j'ai voulu attaquer ce que le jeu appelle un empire déchu. Alors un empire déchu, c'est un empire qui est extrêmement puissant contre toi. J'ai tenté de récupérer deux, trois systèmes, mais malheureusement ça s'est mal passé. Donc il y a des jeux, il y a des possibilités d'être le vassal aussi d'un empire IA. Donc on a plein de possibilités. La politique est immense dans ce jeu et quasiment toutes les décisions ont un impact. Et c'est très intéressant de voir qu'on peut avoir une influence sur n'importe quoi, de l'échelle la plus grande à l'échelle la plus petite. Moi, ça me rappelle un jeu que j'aime beaucoup et je pense que Maxime connaît. C'est Endless Space. C'est un peu dans le même délire, sauf que c'est au tour par tour. Pareil, t'es dans une galaxie et puis c'est un 4X. En fait, j'avais testé du coup Stellaris, j'avais préféré Endless Space. Juste parce que dans Endless Space, t'as vraiment une histoire, t'as un univers qui est très très cohérent et qui est pas mal aussi. Et oui, après, c'est vraiment le même délire. Hein. Sinon, c'est genre. Tu as ta planète de départ et puis le but c'est de conquérir la galaxie ou d'avoir le plus de thunes dans la galaxie, ce genre de choses. Quoi. Ouais, Maxime on avait parlé effectivement de Endless Space, il était assez fan de ce jeu. Il est pas mal. Si C'est un peu jamais plus. Tu nous écoutes, voilà. C'est un peu plus simple que Stellaris, je trouve. Et après, il y a tout ce côté un peu univers fantastique qui est en plus. C'est vraiment deux jeux différents, mais qui se ressemblent sur la thématique. D'ailleurs, j'en profite, c'est un jeu aussi qui, derrière, en fait, ne te demande pas, comme le demanderait un FPS, par exemple, beaucoup de concentration et du coup de fatigue visuelle. Ouais. C'est un jeu où tu ne vois pas ton temps passer. Et malheureusement, j'ai fait les frais une fois, je me rappelle, où j'étais rentré, je sais plus, d'une soirée ou un truc, c'était 22h, et je me disais, bon, j'ai joué jusqu'à minuit. Comme ça, j'ai juste le temps de créer un petit peu mon empire et tout. J'ai créé mon empire, mais du coup, on m'a déclaré la guerre. Donc, du coup, j'ai été un petit peu blanc. Je dis, ouais, vas-y, je vais finir la guerre. Puis ensuite, vas-y, je vais coloniser ça. Et puis, je regarde l'heure. Je me dis, bon, ça doit être quelque chose comme minuit et demi. Il était 4h du matin. Normal. Et du coup, j'ai compris que ce jeu avait une puissance sur le fait de
c'est compliqué de s'arrêter quand on y joue. Mais Et, c'est là où tu vois que c'est un bon jeu quand même, parce que du coup, enfin, t'es tellement pris dans le truc qu'il faut Le faire fait- un effort pour s'arrêter. Et du coup, bah là, je me suis relancé parce que j'ai vu que Steam faisait une promotion sur le gros pack de toutes les extensions, parce qu'il y a des extensions. Super. Oui, parce que Et ça coûte je cher crois au que ça total. coûtait 250 € et Ouais. j'ai Ouais, eu voilà. pour 100 balles. pas Plein mal. tarif, c'est des jeux qui coûtent dans les 200. Je crois que Crusader Kings 2, tout Ouais, complet, c'était 180 et quelques euros. Moi, c'est ce qui me saoule un peu avec les jeux Paradox, c'est qu'il y a trop de c'est ça. DLC. Donc, Ouais, si tu ouais. veux avoir le Ouais, jeu c'est complet, il clair. faut vraiment débourser. C'est pour ça que j'ai arrêté aussi d'en acheter. En fait, mon dernier, je crois que j'ai eu, c'était Crusader Kings. Je vais tester le 3 d'ailleurs, mais c'est une version piratée. Mais j'accroche moins du coup. Moi, je pense. j'ai acheté Stellaris la semaine dernière. Ah, finalement. Bah oui, parce que après que tu m'en aies parlé, il était à 8 euros et j'étais à le faire. Putain, c'est con, si Ah, jamais mais j'ai vraiment un jour envie d'y jouer. le jeu de base que t'as pris à Ouais, le 8 jeu de euros. base, il était à 8 euros. Oui, Du en coup, je l'ai fait, acheté, j'y ai toujours pas joué. Il était à 40 €, mais ils l'ont réduit. Il y avait ces réductions Steam sur le jeu. C'est et à sur ses 80% de extensions. réduction, quoi. Et du coup, il était à 80% de réduction pour le jeu de base. Toi, Ouais. t'as eu toutes les extensions avec combien? 100 Alors, euros? j'ai acheté. Ouais, il y a le mois de En fait, juillet, il y avait 254 €, je crois que c'était tout, mais en fait, il m'avait enlevé le jeu de base, parce que du coup, je l'avais avant bah oui. d'acheter quoi que ce soit. Et donc, du coup, j'ai eu tout le reste pour 100 €. J'aurais pu enlever des trucs, des cosmétiques et tout, mais je me disais, oh, pff. Et je me autant avoir rappelle la avoir totale. proposé à un de mes collègues, un de mes amis là, qui joue avec moi sur un autre MMO, un autre jeu qui s'appelle Gash, au cas où il nous écoute peut-être un jour, et que du coup il était très chaud, il a fait ah, j'aurais pas le temps d'y jouer, mais du coup je vais regarder quand même. Et donc du coup je lui ai rapidement fait un tuto pour pouvoir montrer ce qui se passe et tout. Et je vois le lendemain, après une journée de travail, je reviens et tout, et puis je clique sur Discord, et je vois qu'il est marqué en ligne jouer à Stellaris, et tu sais, t'as la possibilité de cliquer, et je vois, il s'est marqué jouer à Stellaris depuis 7 heures, j'étais là, ah oui. Et, Mais je 3 pense ans que plus tard, ça vaut grave le coup de jouer en multijoueur à ce genre de jeu. ouais, Je je pense veux qu'il y a bien vraiment tester moyen de l'outil s'amuser. aussi, ouais, c'est clair. Il m'a envoyé un message en me disant vas-y, ça me saoule, à chaque fois je fais un truc et ça me nique ma partie, j'ai déboursé 100 € pour rien. Alors, Donc, du coup, Un effectivement, rageux. c'est le truc des jeux paradoxes, et il y a la même chose sur Crusader Kings. Moi, je suis plutôt un joueur de Crusader Kings, un peu le 2 et surtout le 3. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est le moindre truc, si jamais ça passe pas comme tu veux, t'es dans une merde noire après, mais. c'est ça. Et j'avais vu que l'ami Ben il jouait là, il y a 2 ans, et j'avais pas le PC pour faire tourner. Et puis là, du coup, depuis que j'ai mon PC, ça marche bien. Même si, quand même, il faut noter une chose, c'est que j'ai fait la partie qui s'est très bien passée pour moi, qui est une grande partie avec 1000 étoiles, qui est donc du coup la plus grande Wow. que l'on puisse avoir. J'ai mis fin de partie à 3000 ans, donc du coup ça fait 1000 ans, parce que j'ai commencé en 2000, et je suis à 2570 ans, et le PC n'y arrive plus. Ah, Donc merde. du coup, c'est un peu triste. Donc du coup, la partie est terminée, je pense. C'est pour ça que j'en ai fait une plus petite de 200 étoiles, la plus petite avec 6 ou 7 IA, parce qu'en fait, le but, et je vous le cache pas parce que ça fait quand même 2 ans que je l'ai, c'est que Steam me fournisse un succès de victoire, parce que je ne sais pas actuellement comment se termine une partie de Stellaris, alors que j'y ai joué jamais quand même terminé. une bonne Wow. centaine d'heures. Incroyable. Je sais même pas si c'est le jeu qui a une fin, en fait. Je pour sais le- même pas si c'est le but, effectivement. J'ai vu des tutos où il y a des gens qui faisaient ceci. Alors, je tiens à préciser aussi une chose, c'est que là, la partie que je suis en train de faire, je suis en bonne passe pour réaliser L'ascension. autre chose, Ah. pour réaliser une fin de partie, puisque en fait il y a une des monnaies du jeu qui se gagne au fur et à mesure du temps, qui s'appelle l'influence autre chose, je me rappelle plus son nom, et en fait qui te permet d'ouvrir des arbres de traits. Alors, les arbres de traits, ça te permet de déterminer ce que tu veux davantage. Ouais. Mais c'est sûr qu'au début de la partie, tu vas pas prendre n'importe quoi. Donc j'ai pris au départ par exemple celui de l'exploration ou de l'expansion. Après, tu prendras domination, suprématie, subterfuge, t'as harmonie, ou t'as stabilité, négociation, commerce. Et en fait, à chaque fois que tu finis un arbre de trait, il te donne un atout qui est donc du coup un truc non négligeable, quoi. Ok. Et il m'a proposé de réaliser ce qu'on appelle devenir la crise. Et donc du coup, ça serait devenir la crise de la galaxie, en sachant que par exemple, tu es irrémédiablement celui qui est destiné à foutre la merde, oui, il faut le dire comme ça, dans la galaxie. Et donc du coup, là, on est parti sur le fait que normalement, d'ici quelques années, vu que je contrôle à peu près la moitié de la galaxie pour l'instant, l'autre moitié doit se dire que ça pue un peu du cul. Et donc du coup, ça serait peut-être une idée. J'ai lu aussi que pour gagner une partie, il faut que tu aies plus de 40 ou de 50% des planètes habitables sous ton contrôle, je crois. Il y a un pourcentage. Il y a un pourcentage à avoir. Ok. Mais n'hésitez pas à essayer. Par contre,
pour les personnes qui n'ont jamais joué à un 4X comme c'était le cas pour moi, il faut plusieurs parties et il faut du temps et il faut être patient. Et il faut essayer de se contrôler parce que des fois C'est dur. oui. Après, il y a quand même des moments très marrants. Hein. Voilà, j'en citerai un pour terminer. Quand on redécouvre des planètes, parfois les planètes sont habitées. Et donc, du coup, on peut voir que les planètes habitées, si on crée un petit poste d'observation, on peut voir où en est la société primitive. Il dit par exemple, ah ben, celle-ci est à l'âge de pierre, celle-ci a inventé la vapeur, celle-ci, par exemple, a commencé à découvrir l'imprimerie, tu vois. Et puis, donc, du coup, au fur et à mesure de la partie, parfois, ça te fait des annonces en disant les primitifs de cette planète-là ne se sont pas entendus. Il y a une grande guerre atomique et donc la planète n'est plus viable. L'équipe scientifique qui était chargée de l'observation de ces sociétés se retrouve désormais au chômage. Enfin, du coup, s'en va, quoi. Ouais, Et à l'inverse, par contre, il y en a qui sont un peu plus dirigistes, où il y a, par exemple, dans les équipes scientifiques qui justement observent ces populations-là, il y en a certains, par exemple, qui vont descendre. Ils vont intervenir. Ils vont intervenir et ils vont devenir des dieux pour des lézards primitifs. Ils vont leur fournir des flingues, etc. Et tu vas devoir intervenir auprès de pauvres lézards qui ont rien demandé, qui voient des combats, enfin des trucs au laser. Bref, C'est assez drôle. c'est très marrant et à chaque fois il y a un choix qu'il faut déterminer et il faut essayer de s'y tenir et il y a des moments où tu peux pas prévoir. Hein. Tu colonises une planète, ça m'est arrivé, j'ai créé 2-3 bâtiments. Il faut mais là il y a quand même beaucoup de forêts. Pourtant sur les scans il y a 2 ans il y en avait pas. Tu te dis d'accord. Et puis en fait tu t'aperçois qu'en fait il y a des migrations de forêts qui détruisent les bâtiments régulièrement. Donc du coup tu te trouves complètement con. Enfin. C'est que des petits événements comme ça qui parfois en fait te retournent le cerveau en disant putain mais c'est des enfants. Il y a tellement de possibilités que tu peux rien prévoir quoi en fait. C'est une histoire c'est ce qui unique. fait aussi la richesse du jeu, c'est comme tu disais Nico, à chaque fois tu as une histoire unique et des fois tu peux te retrouver dans des situations complètement absurdes parce que tu as un petit événement mais qui en fait c'est le petit grain de sable qui se met dans tout ton plan de jeu et du coup voilà. C'est marrant. Et ben du coup à propos de jeu, oui. Est-ce que vous voulez en faire un pour terminer cet enregistrement? Ah tout à fait. Allez. Ouais. Il se trouve qu'il y a très longtemps, en février, j'ai écrit un petit jeu de secours au cas où on en ait besoin un jour. Et puis là, c'est le jour J. Très longtemps. Ce jeu-là, vous le connaissez, c'est le jeu de la langue. Ça fait très longtemps qu'on n'y a pas joué dans cette émission. Est-ce que vous vous souvenez du principe du jeu de la langue? Je connais pas du tout. Je m'en rappelle plus. Non plus. Le jeu de la langue, il y en a eu plusieurs versions, mais souvent c'est des principes de traduction, souvent à base de musique ou alors à base de films. Et là, du coup, Nico, il me semble que tu avais fait le jeu de la langue version québécoise, il me semble. Québécoise, ouais, aussi, tout à fait. Avec Max, c'était il y a 2 ans déjà, ça remonte à un petit moment. Max, on te resalue à nouveau, c'était là. Et là, cette fois-ci, ça va être le jeu de la langue en mode film américain ou anglais, dont les titres ont été traduits en français par les Français. Le principe, c'est que j'ai plusieurs films ici. Je vais vous donner le titre anglais et il va falloir que vous essayiez de voir à quoi ça correspond en français, comment est-ce qu'on le connaît chez nous. Il y en a qui sont difficiles et il y en a qui sont faciles, je pense. Donc, on va voir ce que ça vaut. Voilà. C'est vraiment juste parce qu'il faut que je le passe, ce jeu, à un moment donné. Et j'espère que ça ou ça s'en va aller. débarrasse aujourd'hui. Exactement. On s'en débarrasse aujourd'hui. Et je vous propose qu'on commence dès à présent avec un premier film. C'est Charlie's Angel. En français, ça donne quoi? Les anges de Charlie? Non, souvent, c'est des titres qui n'ont rien à voir en réalité. C'est pas genre les c'est drôles de dames. Ouais, voilà. Oui, c'est les drôles de dames. Bien joué, Seb. Bien Oui, bien joué. Le titre suivant, ça va être un facile, c'est The Hangover. Very Bad Trip. Ouais, voilà. Oui, c'est Very Bad Trip, exactement. Home Alone. Ah, Maman, j'ai raté l'avion. Et Maman, j'ai raté l'avion. Bien joué, Seb, effectivement. Plus difficile, le titre de film suivant, c'est The Shawshank Redemption. Je l'ai pas, je passe. Pour vous donner un indice, c'est un film avec Morgan Freeman qui est en prison. Un vieux film, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, il est très très beau. C'est pas La Ligne Verte, non. C'est Les Évadés. C'est Les Évadés. D'accord. Titre suivant, ça va aller très très vite, je me rends compte que j'en ai beaucoup, mais en fait ça va très vite. The Nightmare Before Christmas. Pas Gremlins. Non, ça doit c'est pas les Gremlins. Ah merde. C'est pas les Gremlins. The Nightmare. C'est pas le truc d'horreur là? Ah, avec. C'est pas un truc d'horreur, non. C'est le dessin animé, non? C'est un dessin animé, ouais. Ouais, de. Grinch. Non, c'est pas le Grinch. The Nightmare Before Christmas. Celui qui a fait Sweeney Todd et tout, c'est pas ça? Ouais, oui. Alors techniquement, c'est pas Tim Burton qui l'a réalisé, mais il y a une patte Tim Burton dedans. D'accord.
Nous, on le connaît sous un autre nom totalement différent. C'est C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. L'étrange Noël de Monsieur Jack, Ah putain, exactement. voilà, oui. Exactement. Souvent, c'est des titres qui n'ont rien à voir en fait. C'est pour ça que je trouvais ça Oh, drôle ouais. de les mettre parce que c'est souvent très. Par exemple, The Shawshank Redemption, c'est la rédemption de Shawshank. Ils ont appelé ça les évadés pour simplifier, j'imagine. Et c'est pareil pour le titre suivant, c'est très what the fuck. En anglais, c'est The Boat That Rock. Et en français, est-ce que vous le connaissez? Indice, ça parle de radio et de bateau. Good Morning England. C'est Good Morning England, yes. exactement. Le vrai d'accord. titre de Good Morning England, c'est The Boat That Rock. Et ils l'ont traduit par Good Morning England en français. Pourquoi? Bah, j'imagine que ça parle plus au marché français. Bah, je pense, oui, il doit y avoir en termes de com, ça doit plus Souvent, parler c'est au genre, ça, hein. le bateau le qui changement des gère, tri- c'est pas, des- pas le très changement de vendeur. titre en général, c'est pour que le public français comprenne mieux le film, soit plus intéressé par le film. Ouais, c'est très étrange d'ailleurs, parce que tu vois, par exemple, pour The Hangover, c'est un des plus connus, mais alors transformé en Very Bad Trip, enfin, c'est vraiment. Parce qu'en français, surtout la génération des 15-25 ans au moment où le film est sorti, savait ce que c'était un bad trip. Ouais, un bad trip, ouais, c'est vrai. Parce que Hein. c'était passé dans le langage populaire français que Hangover, Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont pas osé le traduire pour pas faire trop nul, je pense. Ouais. pour pas faire québécois, on y revient. Ouais, voilà. Des Québécois l'ont traduit. Je vous renvoie à notre jeu de la langue sur le Québec, Voilà. où Alors, ce film était dedans aussi. j'ai beaucoup d'amour pour les Québécois, c'est vraiment des gens super, mais la traduction littérale de leur titre de film, c'est pas possible. C'est souvent très drôle, en effet. Le prochain, c'est. Je sais pas si vous l'avez vu ce film, mais en tout cas en anglais, c'est Phone Booth. Ça me dit rien du tout. C'est machin avec. Ouais. Ah oui. Oui, il y a un téléphone. Oui. Oui, il y a Colin Farrell. Oui, c'est ça. c'est Ouais. Colin Farrell, Ah, c'est The Fun Game. C'est Fun Game, ouais, exactement. C'est Fun Ah. Game. Ouais. T'en avais un bien joué, Raph, exactement. Le film suivant, pareil, je vous conseille de garder ton micro parce que tu l'auras peut-être, c'est Cruel Intention. Ah, c'est les liaisons dangereuses? Non, c'est Ouais, pas ça? mais du coup, c'est les légendes dangereuses, mais j'ai besoin du titre qu'ils ont choisi dans le film, enfin en français. Ils n'ont pas choisi de dire oui, Cruel ok, Intention, ouais. mais ils ont choisi de traduire ça par, pour être vendeur pour les jeunes, ça serait plutôt Ah, je l'ai plus. Perfect Intention. Ah oui, putain. Ah c'est oui, ça, d'accord, c'est oui. vrai, c'est Tu vrai. vois, c'est très étrange, tu passes de Cruel Intention à Sex Intention. Enfin, c'est vraiment, j'ai du mal là pour le coup, j'ai du mal à piger, quoi. C'est vraiment juste pour vendre du cul, quoi, en fait. Ouais, complètement. C'est vraiment juste ça. C'est bas. Le prochain film, c'est un film que j'aime beaucoup qui s'appelle The Arrival. Ah, Premier Contact. C'est Premier Contact, exactement. Le film suivant, je savais même pas d'ailleurs que c'était pas le même titre en français, c'est Cool Running. Pour être Rasta Rocket. Rasta Rocket, exactement. Ah, Ouais. ok. Rasta Rocket, ouais. Ah ouais. Film suivant, c'est What's Your Number. Bah, ce film-là, il est pas très connu. Je sais même pas pourquoi il est dans ma liste. Je l'ai pas. Pareil, moi. c'est parce que je pense que ça m'a marqué qu'il y a vraiment une grosse différence. Ah, parce What's que c'est Your Number, toi qui l'as vu, non? c'est une comédie romantique où c'est une meuf qui fait la liste de ses ex, je crois. Et du coup, le film en français, s'appelle pas Quel est votre numéro, s'appelle Sex List. Voilà. D'accord. d'accord. Bah, encore une fois, on Tu vois, c'est retrouve vraiment un terme le plus cul, vendeur. le cul, quoi. Voilà. Faut vendre pour les jeunes. Pareil d'ailleurs, le film suivant, c'est The Purge. Et en français, c'est Ah oui, American il est trop bien. Nightmare. Ouais, American ouais. Nightmare. Ouais, voilà. Pourquoi? Très bien. J'adore ce film. Alors là, Je par l'ai contre, j'ai jamais pas vu, The d'explication Purge. parce que The Purge, pour le coup, on comprend, quoi. C'est le même Ouais, mot en complètement, ouais, français. c'est clair. C'est vraiment juste pour dire il faut cohérent mettre avec le américain nom. et cauchemar dedans, quoi. C'est. Mais regarde-le si tu as pas vu, il est vraiment chouette. Ouais. Enfin, Alors, j'ai pas lesquels vu j'ai vu? la suite, mais le J'ai premier est très très vu bien. le premier est génial, le 2 est très bon aussi. Ok. Après, je crois qu'à partir du 3, ça commence à légèrement partir en couille. Ouais, bah c'est souvent un peu comme ça, hein. Film suivant, le titre anglais, c'est Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Lock, Smoke and Two Smoking Barrels. Alors là, je l'ai pas. Je l'ai pas du tout. Français, c'est un film de gangster londonien, Snatch. presque avant Snatch. Le film est en français aussi long en fait que presque celui-là. D'accord. Vas-y. Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Et en français, la brute, la brute. non, c'est bien un film un film de Guy Ritchie, mais c'est pas Snatch, c'est Arnaque, crime et botanique. Ah, ok, Ah, j'ai jamais vu. Si vous l'avez Je pas vu, l'ai je vous le jamais conseille vu non aussi. plus. Si vous avez aimé Snatch, vous aimerez, Ouais, je pense, bah, Arnaque, carrément. crime et botanique, c'est pratiquement la même chose avec Jason Statham encore une fois d'ailleurs. On va passer sur un film qui est normalement très connu, mais son nom anglais, je suis pas sûr que vous le connaissiez. C'est un vieux film, c'est The North by Northwest, Non, je l'ai pas. qui a été traduit par. C'est un film de Hitchcock. Ok. Les oiseaux. Non, c'est pas Les Oiseaux. C'est un film d'espionnage de Hitchcock, si vous connaissez un peu en Hitchcock. Ouais, C'est peut-être non. un des films que j'ai le plus vu au monde, parce que je l'avais au bac Ouais. de musique d'ailleurs, pour la petite information. On avait parlé. C'est La mort aux trousses. Ah. Ah, Excellent film, mais je l'ai un peu trop vu dans ma vie.
Bah là, pareil, le film suivant, c'est pas un film que j'apprécie spécialement, mais je trouve que vraiment très très con la traduction. Le film anglais, c'est In Time, et en français, ça a été traduit par un peu l'inverse presque. En retard. Non, c'est vraiment, ils ont laissé en anglais. In Time, et le film français, c'est Time Out. Ok. C'est le film avec Justin Timberlake. Oui. Ouais, oui, ils ont Ah ouais. les gens s'échangent du temps avec leurs bras et tout. C'est non, assez mais mauvais. pour un film d'anticipation, je l'ai trouvé pas si con ce film en vrai. Hein. Ouais, je l'avais trouvé un peu chiant, moi, mais si je l'ai vu au cinéma il y a très longtemps. Faudrait que On je l'avait lui pas donne vu une deuxième ensemble, chance. ça me dit un truc, parce que moi je sais que je l'ai Peut-être vu qu'on l'a à vu ensemble, Bordeaux Nico, c'est avec possible. quelqu'un qui était à la fac, mais qui était pas dans la promo. Donc Ça correspond quand même pas mal à moi. ça, je ouais, pense. c'est ça. C'était quelqu'un avec des lunettes, avec des cheveux Il avait des frisés. cheveux bouclés, une barbe. Il avait un prénom qui commençait par un M, je crois. Il s'appelait Marc aussi d'ailleurs. Mais après, Maxime t'avais la carte de cinéma, donc du coup, c'est vrai que tu y allais souvent, il Ouais, me semble. ouais. Le prochain film, c'est The Groundhog Day. Ah, c'est difficile à prononcer. Groundhog Day. Si vous voulez, je vous donne un indice. La 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 la. Tous les jours. Et, c'est le film avec Bill Murray, non C'est ça, exactement, ouais. Ah putain, Un jour sans fin. Un jour sans Oui, fin, exactement. Yes, ok. T'as reconnu, ça, bien joué. Mais oui, hello les campeurs. C'est le jour de la marmotte. J'ai vu 2 fois ce film, dont une fois, la première fois complètement bourré. Ah, ça doit être intéressant. En fait, quand je l'ai revu après à jeun, déjà je l'ai préféré à jeun, et surtout c'est pas du tout le même film. Voilà, je vous partage petit partage d'expérience de jeunesse. Regardez vos films bourrés et pas bourrés, vous allez voir, c'est 2 mondes différents. Alors, le prochain film, c'est In Bruges. Bruges. Bon Oui, baiser c'est ça. de Bruges. Bon baiser Ouais. de Bruges, exactement. Tout à fait. Très bon film d'ailleurs, ça fait partie de mes films préférés, je pense. Avec encore une fois ce bon vieux Colin Farrell. Le film suivant, c'est The Other Guys. Pareil, c'est une traduction un peu absurde, je trouve. C'est un film qui est pas ouf avec Samuel L. Jackson, The Rock et 2 acteurs comiques dont j'ai totalement oublié le nom. Je sais plus qui est dedans vraiment. Peut-être Steve Carell, je sais plus. C'est Very Bad Cops en français. Ah, d'accord. Je connais pas. Il est pas génial. Autre film, c'est The Runaway Bride. On voit de quoi ça parle, mais. Ouais. Et c'est traduit par Just Married. Ok. D'accord. Pourquoi pas. Les 2 derniers, c'est des comédies romantiques et je les ai mis à la chaîne parce que je trouvais ça rigolo. Le premier, c'est No Strings Attached. Ah ouais, c'est bon, je les ai. Et c'est quoi? C'est Sex Friend. Sex Friends. Et le suivant, c'est Friends with Benefits. C'est Sex Friend. Et c'est Sex entre amis, du coup. D'accord. Et les 2 films sont sortis Les deux, pratiquement en même temps en France. Du coup, t'avais Sex Friends et Sex entre amis. Et ils auraient pu garder les titres anglais et personne les aurait confondus. C'est complètement con. C'est un échec pour le coup. C'est un échec. Voilà, Soyez en passant, si vous devez en voir un des 2, le meilleur, c'est Friends with Benefits avec Mila Kunis et pareil, Justin Timberlake. Oui, oui, je pense que les. L'autre, il est tout naze celui avec d'Ashton Nathalie Kutcher Portman et avec, Ashton Kutcher, il est Portman. nul à chier. Mais je crois que j'ai Voilà. vu celui-là. Mais je t'ai pas Ah, dû voir le merde. bon. L'autre passe, franchement, ça va. Bon, bah voilà, le petit jeu est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Ouais, Fort c'était bien. bien Merci cool, bien. c'était très drôle. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit jeu de la langue, ni même un petit jeu tout court dans cette émission. Merci de me rappeler qu'à chaque occasion de jeu sur le base du cinéma, j'ai une culture cinématographique équivalente à celle d'un poisson rouge. Bah ouais, tu t'es bien débrouillé, je trouve. Hein. Après, toi, tu mangeais en même temps. Donc, il y a plusieurs reprises, t'as eu le film, mais t'avais pas ton micro dans les mains. Ah, c'est pas le plus important. Donc, Ouais, Je vois que beaucoup de films, je les connaissais pas. j'ai la même. Moi aussi, je suis pas très cinéphile de base. Et c'est vrai que je suis souvent un peu perdu dans les jeux Je de pense que films. vous étiez un peu au même niveau parce que généralement, c'est vrai que sur les jeux de films, il y a souvent un Maxime qui est là pour humilier le monde entier, mais là, ça va. Maxime, encore une fois, si tu nous entends. Il nous entendra pas, il nous écoutera jamais. Si tu nous entends, Maxime, ou nous le contraire, mets-le dans les commentaires. Bon, bah écoutez, c'est ainsi que s'achève cette émission, chers auditeurs. On espère qu'elle vous aura plu chez vous, à votre maison, que tout va bien dans votre vie, que vous êtes heureux, que les élections législatives se sont bien passées. Et puis moi, je vous dis merci, messieurs. Merci Nicolas d'avoir écrit une chronique à 2h du matin. Merci Raphaël d'avoir improvisé une chronique à l'instant avec rien. Et merci Seb d'avoir été présent pour participer et pour rajouter un petit peu du peps à tout ça. Merci Ouais, à vous trois. Je suis désolé, j'ai rien foutu. Pardon, chers auditeurs. Promis, la prochaine fois, je viens avec quelque chose. Parce que là, c'est C'est vraiment pas l'échec grave, ça. total. Quoi. Bah, merci Marc, merci à tout le monde. Allez, on fait de rien. Merci à vous. Bisous tout le monde. Ciao. Bye.
Oh, pense Raph, que j'ai ce pensé sera à des toi pâtes, effectivement. le week-end dernier que j'ai regardé Le Seigneur des Anneaux. Et ça faisait très 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 longtemps, je crois que ça faisait au moins 10 ans que j'avais pas regardé Le Seigneur des Anneaux. Et c'est dingue, en fait, j'avais plein de questions et j'ai oublié. Je me suis dit, putain, il faudrait que je contacte Raph. Bah, de toute façon, il existe un hors-série sur le Seigneur des Anneaux qui est C'est sorti, vrai. que je vous invite Tout à fait. à regarder, qui, à l'instar du putain, Seigneur des oui, Anneaux, c'est fait vrai. 3h30. Oui. Mais tu sais que Oui, c'est en, oui, c'est vrai, c'est en autant partie pour pour ça que je me suis dit, je vais re-regarder Le Seigneur des Anneaux pour pouvoir écouter le Pour hors-série. écouter les 3h30 de chronique. C'est ça. Nice. Et du coup, à propos de chronique, toi, t'en as une, c'est ça, sur un fait méconnu de la colonisation canadienne, c'est ça? Voilà, voilà, voilà. En fait, c'est un Ok. petit sujet que j'ai sous la main depuis plusieurs mois. Et vu que c'est Ouais. vraiment petit, enfin, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, ça fait que 5 pages, je crois. Ouais. Ça va être rapide. Donc c'est pour ça que j'ai Ok. pu le faire cette nuit, hier, vite fait. En attendant ma grosse chronique qui est en cours, mais j'ai encore... Encore En fait, j'ai une bibliographie avec 40 références, dont 3 bouquins. Et tu vas écrire une c'est thèse. long à traiter, c'est beaucoup trop long à traiter. Mais après, ça va être super. En vrai, le résultat, je pense, ça va être top. Ça va être top. Mais Nice. ça va prendre du temps. Ouais, du coup, je commence. Après, attends, du coup, ouais, j'arrive plus à parler. Oui. Seth, t'as un truc ou pas, du coup? Non, Je sais il a pas si rien, vous- Non, t'es non, tout seul. Je suis tout seul. Si tu veux, moi, te faire une chronique jusqu'à 2h du mat, non. Non, mais Non, c'est- mais Nico, pas de Nico, tu souci. commences. Moi, après, je sortirai un petit jeu de mon chapeau. Et puis peut-être que Ouais, d'ici là, nickel. Raph ou Seb auront un truc Ça m'est à déjà manger. arrivé d'avoir la révélation en cours C'est d'émission, vrai, donc c'est t'inquiète. vrai. Il y en a Super. eu par le passé. Donc, Bon, on on va croise faire les doigts et puis voilà. voilà, du plus préparé au moins préparé. Exactement. Merci, Nico, d'être là.